Bonjour, bon après-midi, Balandignon sur Étoile Inès TV. Merci de nous choisir parmi des milliers, et je ne sais ce que je veux dire, de nous choisir parmi des milliers de chaînes. En tout cas, on est là avec toute humilité. Je vous dis merci, vraiment, merci pour votre fidélité. Merci parce que vous êtes là. Merci parce que vous nous aimez. Merci pour vos encouragements. Merci pour tous ceux-là qui nous ont écrit par rapport à l'émission d'hier. En tout cas, on ne fait que notre boulot. C'est pour l'amour de la patrie, je ne sais ce que dire. C'est parce qu'on aime le Congo qu'on fait ce qu'on fait. Il n'y a pas autre chose. On ne le fait pas pour l'argent. Vraiment, détrompez-vous. Ce n'est pas d'abord pour l'argent qu'on le fait. On le fait parce qu'on aime notre pays. Hein? On aime notre pays. Alors, la situation à l'Est, elle est toujours telle qu'elle est. Je vais vous parler encore de la même situation à l'Est, mais on va plus parler un tout petit peu de l'accord. Il y a le porte-parole du gouvernement qui a dit quelque chose. Je vous passe ça. Et puis, je vais vous passer la réaction d'Olivier Kamitatou. Il a aussi dit quelque chose, lui qui est le porte-parole de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Il a aussi dit quelque chose. Et puis, je vais vous passer un témoignage d'un ressortissant de l'Est. Il a vraiment dit quelque chose que je me suis dit non, je dois vous laisser écouter ça. Parce que des fois, quand nous parlons, vous pensez que non, on exagère, hein, la situation n'est pas aussi grave qu'elle est, mais ce monsieur va vous parler de ce qui se passe à l'Est depuis 30 ans. Comment est-ce que ces gens-là vivent? C'est bien des fois de vous passer ces genres de messages, comme ça vous savez ce qui se passe. Alors, la première vidéo, je vous la passe directement avant qu'on puisse continuer. Ok. De bonne foi dès le début du processus, mais il fallait les confronter jusqu'au bout parce que nous croyons à la médiation américaine. Évidemment, le président de la République avait eu l'occasion de mettre le point sur la table à l'occasion des échanges à la Maison-Blanche et quelques jours après, les faits lui donnent raison en parlant des offensives généralisées qui ont été lancées par le Rwanda accompagné de son fils, le M23. Et donc aujourd'hui, pour nous, c'est simple. Et d'ailleurs, hier, vous avez suivi qu'il y a eu ces communiqués unanimes du groupe de contact de tous les partenaires internationaux, ça veut dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, qui demandent au Rwanda de cesser toutes ces activités et de se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, le Rwanda ne peut pas se permettre de faire un camouflet au président américain. Je rappelle que la signature a été faite à l'Institut for Peace, comme United States Institute of Peace, mais qui est devenu Institut Donald Trump. Donc c'est la première grande activité qui a été organisée dans ces sites qui porte le nom du président américain. Et donc le fait que le Rwanda sape un accord qui a été salué pourtant unanimement par le monde entier, on a vu les réactions, on a vu la mobilisation du président américain, c'est une preuve supplémentaire en réalité qui n'ont aucune considération pour le droit international, aucune considération pour tous ces pays qui, comme nous, travaillent pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Donc il est évident que ma collègue des affaires étrangères l'a déjà fait, donc nous exigeons des sanctions pour s'assurer que l'accord produise les effets escomptés. On ne peut pas continuer à laisser prospérer tous ces massacres et tous ces crimes qui sont commis sur des femmes, sur des enfants, de manière impunie pendant longtemps. Et si vous avez lu
les communiqués qui est ressorti, il parle de ces engins de la mort. De ces drones qu'on envoie sur des objectifs civils parce qu'il faut s'aimer la terreur. Et donc nous allons nous assurer, dans le cadre de notre action diplomatique, de porter les messages pour s'assurer que les autorités américaines qui sont les garants de cet accord puissent utiliser leur influence et d'autres outils diplomatiques pour contraindre le Rwanda à quitter le sol congolais. Avant de vous parler d'Olivier Kamita, je sais qu'il a dit toujours par rapport à la situation de l'Est. J'aimerais un peu dire quelque chose ici. Voilà pourquoi j'ai osé passer la vidéo ou le message de Nanga. Il réagissait toujours par rapport à la situation de l'Est parce que on est là encore pour cette situation, parce que ce sont nos frères qui sont en train de mourir, ce sont nos terres qui sont violées, c'est l'intégration du territoire national qui est violée. Alors, toujours par rapport à cette situation, on est là encore pour une fois pour en parler. Il y a cet accord de paix qui a été signé le 4 décembre, l'accord officiel, parce que l'accord de principe qui était signé entre les deux ministres des deux pays, c'était signé depuis le 27 juin de cette année. Alors, il se devrait qu'on puisse passer à l'accord global qui a été finalement signé le 4 décembre de cette année. Alors, on a tous cru que c'était fini. On a tous cru que la paix allait finalement être retrouvée, mais malheureusement, juste quelques jours après la signature de cet accord, Uvira est tombé. On a posé la question à Patrick Mouyaya, alors au nom du gouvernement, il a dit que on connaissait déjà l'agenda du Rwanda. On savait déjà qu'on ne devait pas faire confiance au Rwanda, mais on s'est fié à la médiation américaine, c'est-à-dire on a fait confiance aux États-Unis. On a cru vraiment que les États-Unis vont apporter la paix, parce que Félix Tshisekedi n'est pas allé directement au Rwanda pour demander à ce que les deux puissent parler. Non, il est allé voir Donald Trump pour parler de cette situation, pour demander à ce que ce dernier puisse apporter la paix. La personne qui a voulu à ce que Félix Tshisekedi puisse s'asseoir sur une même table avec Kagame, c'était Donald Trump, parce qu'il ne pouvait pas faire ça, signer ce traité, sans avoir intégré Kagame dans cette histoire. Parce que l'Est de la République est contrôlé par Kagame. C'est Kagame qui contrôle l'Est du pays. Alors, quand vous voyez Kagame, vous voyez directement le Qatar, et quand vous voyez le Qatar, vous voyez les États-Unis. Alors, Donald Trump ne pouvait pas trahir le Qatar en laissant de côté Kagame. Voilà pourquoi il a dit, vous devez vous mettre ensemble, vous devez vous mettre ensemble pour traiter de ce problème. Il n'a pas voulu intervenir militairement pour forcer cette paix que tous les Congolais rêvent, la paix durable que nous rêvons tous. Alors, Kagame Mouyaya a dit que le gouvernement congolais a fait confiance à Donald Trump, mais on connaissait déjà que le Rwanda, on connaissait déjà son agenda, on savait déjà que le Rwanda n'allait pas respecter cet accord et qu'on sort. Parmi les points qui ont été signés ou bien qui avaient été cités avant même la signature de cet accord, de l'accord global, il y avait des points qui devaient d'abord, il y avait des choses qui devaient être faites. Entre autres, il y a les M23 qui devaient quitter le sol congolais. Il y a les FDLR qui devaient être neutralisés. C'était signé dans le premier accord du 27 juin, c'était les forces rwandaises ensemble avec les FARDC qui devaient s'occuper des FDLR. Mais fort était pour nous de constater que quand on a introduit l'intégration régionale, on a voulu faciliter les choses pour les Rwandais, on a voulu faire du bien aux Rwandais, on a légitimisé le vol de nos minéraux, le pillage de nos minéraux des Rwandais, on a légitimisé cela
On a dit, non, au lieu que vous puissiez commencer à voler, on va rendre cela légitime. Vous allez commencer à voler, vous allez, mais cela sera contrôlé, on va laisser passer vos tracks, on va créer des tolling, hein, des pay toll. Donc, vous allez là-bas, vous payez vos taxes, donc, on va rendre cela légitime. Mais malgré tout ça, les FDLR sont toujours à l'est du pays. Les forces rwandaises, on parle de 6 000 à 7 000 soldats rwandais qui sont à l'est du pays. Ces troupes-là sont toujours là. Les M23 sont toujours à l'est du pays. Mais le président avait même dit, il avait dit par l'entremise de son porte-parole du gouvernement qu'il n'allait pas signer cet accord si les troupes rwandaises étaient toujours en RDC. Je vous ai passé hier que le Rwanda exige d'abord à ce que pour le Rwanda, c'est le gouvernement congolais qui ne respecte pas son accord parce que le gouvernement congolais devrait d'abord, on a appelé ça l'objectif ultime, neutraliser les FDLR. Mais cela n'a jamais, le problème du Congolais, la RDC, son problème n'a jamais été les FDLR. Le problème des FARDC, ce sont les M23. Bien sûr, les FDLR constituent une menace pour nos populations à l'est du pays. Les FDLR tuent nos populations parce que quand ils étaient rentrés en RDC, ils étaient armés. Alors, ils tuent les gens, ils commettent des crimes et consorts. Oui, on peut dire tout ça. Mais le problème, si c'est que la version que le Rwanda veut me faire croire que ces FDLR étaient des Hutus, des Hutus qui avaient commis des crimes en 1994, qui avaient commis ce génocide-là de 1994, si cette version est soutenue, alors c'est les FARDC, c'est pas notre problème. C'est un problème des Rwandais. C'était à eux de venir, comme ils sont déjà à l'est du pays, avec leur supplétif des M23 à l'est du pays. C'était à eux de récupérer, de s'occuper des FDLR. Pourquoi c'est à nous qui n'occupons même, ce ne sont pas nos FARDC qui occupent ces zones-là. Pourquoi c'est aux FARDC d'aller neutraliser les FDLR? Vous comprenez? Donc, on nous a donné un problème qu'on sait qu'on ne peut pas résoudre. Et parce qu'aujourd'hui, ces FDLR sont éparpillés partout. Au nord et au sud Kivu, ils sont là partout. Comment est-ce que c'est à nous d'aller nous occuper de ces problèmes qui ne nous concernent pas? On peut dire sur le plan pratique, ça nous concerne parce qu'il constitue une menace pour nos populations de l'Est. Mais si le problème des Rwandais, ce sont les FDLR, pourquoi eux qui sont déjà à l'Est, ils disent qu'ils sont là pour des mesures de sécurité, pourquoi ils ne s'occupent pas de ces FDLR-là? Pourquoi c'est à nous de nous occuper des FDLR? Le porte-parole Patrick Mouya a dit que non, ça va, on n'avait pas fait confiance. Mais comment vous ne pouvez pas faire confiance à un pays, mais vous allez quand même signer un accord? Parce que vous faites confiance à Donald Trump. Donald Trump a déjà échoué. Il a déjà échoué. Il apporte la paix là où il peut. Ou sinon, dans d'autres cas, il a déjà échoué. Il a déjà échoué en Irak. Il a déjà échoué en Ukraine. Comment vous le voyez intervenir, lui qui se veut pacificateur? Comment vous le voyez intervenir au Rwanda, en RDC, au moment où il sait que le pays qui est en train de nous agresser est allié au Qatar? Et lui et le Qatar, ce sont des bons amis. Comment est-ce que vous pouvez faire confiance? Pourquoi ne même pas dire, si la paix revient, vous aurez droit à ceci, vous aurez droit aux minéraux congolais? Pourquoi? Parce que je vous ai passé hier une vidéo dans laquelle il a dit que c'est nous qui lui donnions, qui lui avions offert nos minéraux. J'ai apporté la paix en RDC, il s'est battu depuis 30 ans, le Rwanda, il a apporté la paix, tellement qu'ils ont été contents, ils m'ont supplié, venez vraiment prendre nos minéraux. Au moment de tout ce temps, on nous parle ce n'est pas donné, mais c'est exploité en payant. On va commercialiser cela un peu comme on le fait avec la Chine. On va commencer à vendre nos minéraux maintenant aux États-Unis. Maintenant, là, il ne parle pas de vente, il parle de donner. Comment ne pas mettre cela comme un préalable? Comment légitimiser la vente et comment légitimiser
le pillage de nos minéraux par le Rwanda. Au moment où vous ne faites pas confiance au Rwanda, le même Rwanda a ses troupes en RDC, le même Rwanda est en train de tuer nos populations. Avant même de signer l'accord global, vous saviez que ces troupes-là étaient déjà à l'Est, en train de tuer nos frères et sœurs. Pourquoi vous leur donnez nos minéraux? Pourquoi donner aussi nos minéraux aux États-Unis s'ils n'ont jamais fait quelque chose de concret en RDC, quelque chose qui peut apporter qui peut même assurer ou bien donner une lueur d'espoir d'une paix durable. Donald Trump n'a rien fait en RDC depuis qu'on l'avait approché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste créé un mécanisme, un comité qu'on appelle mécanisme de surveillance de paix. Le comité qui sera qui est dirigé par des membres des États-Unis, du Qatar, de l'Union africaine. Pour surveiller, on surveille la mise à... Où est ce comité-là? Maintenant que Ouvira est tombé, où est ce comité-là? Et ce comité-là n'est même pas là pour sanctionner, ce comité est là pour interpeller, c'est-à-dire tout pays qui va violer cet accord, on va l'appeler, oh non, vous voyez, vous êtes des voisins, faut pas faire ça, vous avez signé devant le monde, pourquoi vous faites ça? Il n'y a pas de sanctions. Le seul pays qui a parlé même des sanctions, c'est la France, qui a dit qu'elle était prête à sanctionner les pays qui n'allaient pas respecter cet accord. À un moment où la France n'est même pas invitée, n'a pas été invitée dans ces accords. Je vous passe la deuxième vidéo, même pas la deuxième vidéo. Je passe la réaction ou le message de Olivier Kamitatu, qui est, je le rappelle, porte-parole du parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. C'est un message en anglais. Il a dit « Without our friends from the AFC M23, in the east of the DRC, the constitution would probably have been changed. » Il a dit, j'interprète, sans nos amis de l'AFC M23, la constitution de la République aurait déjà changé. Alors, je vous l'ai dit, ou je ne cesse de vous le dire, Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui travaille avec les M23. C'est un monsieur qui travaille avec Joseph Kabila. Des fois, il le manifeste publiquement, des fois, il se cache. Voilà pourquoi il se cache. Par exemple, vous allez vous rappeler du conclave au Kenya, qui avait eu, je pense, au mois d'octobre, si je ne me trompe, octobre ou novembre, ce conclave-là, Moïse était invité, il ne s'était pas rendu. Il n'a pas voulu s'afficher directement aux côtés de Joseph Kabila. Mais en interne, c'est quelqu'un de Joseph Kabila. Il est même parmi les personnes qui ont été citées par le mouvement, par quoi ça? Après l'audit des experts de l'ONU sur les personnes qui finançaient les M23, Moïse Katumbi, son nom a été cité. Donc, c'est quelqu'un qui soutient les M23. Alors, dire ouvertement que sans nos amis des M23, la constitution aurait déjà changé. Ce n'est pas... il a juste dit ce que les M23 ont dit. Je vous avais d'ailleurs passé cela sur Décryptage politique. Corneille Nangaa l'avait dit lui-même. Il avait dit que n'eût été moi, n'eût été l'AFC, Félix Tshisekedi aurait déjà changé la constitution. Alors, mon problème, ce n'est pas ce qu'il a dit. Mon problème, c'est la nuance qu'il a faite. Nos amis de AFC, c'est-à-dire Moïse Katumbi et l'AFC, sont des amis. Je ne crains pas cette histoire-là de changement de la constitution. Je ne cesse de le dire. Si, pour le moment, la seule personne, parce que si on met les opposants, parce que quand on parle d'élection, on voit les opposants, on voit la majorité présidentielle, le président sortant et consort. La constitution actuelle ne permet pas ce que qu'est-ce que je dis là, ne permet pas ce que Félix Tshisekedi puisse briguer un autre mandat. Mais disons-nous la vérité. Si Félix Tshisekedi n'est pas là, quel président vous proposez? Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Selon moi, il y a deux personnes, ou je dirais il y a trois personnes qui me viennent en tête directement. La première personne, c'est Martin Fayoulou.
Et Martin Fayoulou, je l'ai dit, c'est conditionnel si Martin Fayoulou aimait réellement la nation. Parce que jusque-là, tout ce qu'il dit est beau. C'est beau à entendre, il dit des vérités. On peut facilement croire qu'il aime le pays ou bien il aime être populaire. Voilà pourquoi il dit toutes ces choses-là. Alors, Martin Fayoulou, si et seulement si, tout ce qu'il fait là, c'est pour le pays, il aime le pays, voilà pourquoi il fait ça. C'est pas quelqu'un qui va après changer pour chercher à travailler avec Joseph Kabila. Là, c'est point d'interrogation, si et seulement si. La deuxième personne, c'est Constant Moutamba. Mais nous le savons tous, constitutionnellement parlant, il peut même pas se présenter aux élections de 2028 parce que il est en train de purger de 5 ans qui ne peut pas exercer une fonction politique. Donc, il ne peut pas briguer, à moins qu'il soit gracié par le président Félix Tshisekedi. Je ne sais pas, mais c'est le candidat idéal, selon moi, si Félix Tshisekedi ne changeait pas de constitution. Donc, Moutamba, en tout cas, c'est quelqu'un qui a apporté de l'espoir. Il a changé beaucoup de choses. Il a touché tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Il a touché tous les pouvoirs, tous les 3 pouvoirs. Alors, c'est quelqu'un que nous pouvons espérer ou croire ou vouloir même à ce qu'un jour il soit président de la République. La troisième personne, je peux proposer le président Félix Tshisekedi pour un autre mandat. Mais si et seulement si le président rectifiait ses tirs. Parce que jusque-là, le président nomme des personnes, ces personnes-là ne travaillent pas bien, ne travaillent pas pour lui. Ces personnes travaillent pour leurs propres intérêts et le président ne dit rien. Le président ne les sanctionne même pas. Voilà pourquoi même Mouta m'avait dit, le problème, ce n'est pas Tshisekedi, mais les personnes qui l'entourent. Ces personnes ne travaillent pas pour la gloire du président, mais pour leur propre gloire. Vous comprenez? Je vous passe la dernière vidéo que je vous ai promise. C'est celle d'un ressortissant de l'Est. Il a dit quelque chose que j'ai tenu à partager avec vous, en tout cas. Où est cette vidéo? Les gens de l'Est, nous ne faisons que pleurer, ça fait plus de 30 ans. Nous sommes en train de pleurer, ça fait plus de 30 ans. La vie que nous menons à l'Est, c'est une vie qu'on ne sait pas décrire aujourd'hui. La nature de douleur que nous avons, c'est une nature inexplicable. Je m'excuse, ça va être le réseau. Mais je pense que ça va passer. Même si les douleurs sont là quand même, ça peut prendre une pause. Ça peut s'arrêter un jour. Et notre souffrance. Ça crache un peu trop là. Je m'excuse vraiment. Je tiens vraiment à ce que vous puissiez suivre ça parce que ça fait trop mal. Ça fait trop. Là, c'est un ressortissant de l'Est qui est en train de s'exprimer. Nous la vivons au vu de tout le monde sans intervention ni assistance. Nous sommes en 1994. En 1994, c'est la communauté internationale qui oblige à M. Mobutu de laisser passer les Hutus rwandais et venir entrer à l'Est de la République démocratique du Congo. Des millions de personnes qui sont venues avec des épidémies, qui sont venues avec des armes, et la mort a commencé à pénétrer à nos peuples. On a commencé à tuer. Les Interahamwe ont massacré, ont tué à l'Est de la République démocratique du Congo, comme vous ne le savez pas. Moi, je suis d'ici de Kivu, mon frère. Nous avons connu la mort en groupe, en famille, en village, en territoire. Nous avons vu des gens qui ont été tués égorgés, décapités, en armes à feu, en armes blanches. Nous avons vu des gens qui ont été tués seulement parce qu'on a pris un tronc d'arbre, on y a pénétré de clous
Et ces coups-là, on a commencé à torturer ces personnes avec ces coups. Même à la traite de noirs, les gens n'ont pas connu ce que nous sommes en train de connaître. Nous sommes un peuple qui vient de connaître l'esclavagisme au XXIe siècle, alors que le monde entier a refusé l'esclavagisme. Nous avons plus de 750 massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Des femmes ont été enterrées vivantes. Les gens n'ont pas été enterrés avec dignité. Il y a des gens, tu vois ton père qui avait une dignité, qui était respectable, un honorable. Mais quand on va l'enterrer, c'est dans de fausses communes, pendant que les autres sont en train d'être enterrés au cimetière. Nous, on enterre des gens en centaines, en dizaines, dans les fausses communes, jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler. Chez nous, nous avons vu des massacres programmés. Le cas de Béni, je cite. On vous dit, nous venons vous tuer les 13 à 16 heures. Et personne n'empêche pas ces massacres. Donc on vient à 13 heures, on vous tue. On vous dit, nous sommes partis aujourd'hui le 20, nous reviendrons encore le 10. Ils reviennent le 10, ils vous tuent. Nous avons vu des épidémies importées qui sont venues chez nous, qui ont tué des gens en masse. On a vu des gens tués et vous transportez des cadavres dans le Ben, dans des camions, des conteneurs qui ont amené des cadavres. Nous avons vu des familles qui ont été tuées, des personnes qui ont été tuées en famille. Donc on entre dans une famille, on tue maman, papa et les enfants. Personne ne reste en vie. On a déjà connu un cas comme ça au Vira. Nous nous posons la question de savoir quel est le péché que nous avons commis. Quel est le mal que nous avons. Nous avons un président, nous trouvons un président qui, cette fois-là, a accepté de porter le fardeau de notre souffrance, de chercher une solution pour nous. Et ce sont nos frères qui les trahissent. Ce sont nos frères qui cherchent même à faire le coup d'état pour le tuer. Nous avons élevé, les autres sont venus bénéficier de notre élevage. Nous avons cultivé, les gens sont venus prendre notre récolte. Nous avons acheté des terres. Les étrangers sont venus prendre nos terres. Nous avons passé des nuits et des nuits. Moi, j'ai fait plus d'un mois dans une forêt, privé de manger, privé de l'eau. Tu attends là où l'éléphant va piétiner. Et l'autre, tu vas récupérer de là où l'éléphant va piétiner pour boire. Nous avons passé des journées dans le parc, mon frère. C'est terrible. J'ai quitté Homo pour Bukavu. Nous avons quitté à plus de 120 personnes. On est arrivé à 15. Moi, j'ai vu là où on est en train de gorger les gens. Et Dieu nous a épargnés pour que nous soyons là aujourd'hui. Nous avons vécu le viol. Des femmes, des enfants ont été, des femmes ont été violées, des enfants ont été violés, les grands-pères ont été violés, les parents ont été violés. La ville de Bukavu que vous voyez là, cette ville a été la capitale mondiale de viol. Selon le rapport de Denis Mukwege, à un certain moment, chaque 15 minutes au site où il y avait un viol. Le temps que nous avons déjà fait avec vous depuis que je suis arrivé ici, on pouvait déjà compter une quinzaine de viols. On violait dans des maisons, on entre dans le viol. Je ne dis pas que c'est fini parce que ça continue avec la guerre. Parce que le viol, c'était devenu une arme pour l'ennemi de pouvoir intimider, de pouvoir nous terroriser. On entre dans votre maison, on viole maman devant les enfants. On viole maman devant les enfants. Donc maman est violée devant ses enfants. Beaucoup des enfants qui sont là ont vécu la nudité de leurs enfants. Et comme si ça ne suffisait pas. Là, c'est avec préservatif. Non, je vais y arriver. Comme si cela ne suffisait pas. Après avoir violé la maman, quelqu'un enlève son porte-monnaie, il enlève des lames de rasoir, on coupe les seins de maman, on enlève l'appareil génital de maman et on part avec devant les enfants. Nous avons vu des femmes enceintes qui ont été égorgées. Beaucoup de femmes sont tombées malades de VIH parce que seulement ils ont été violés. Et ils n'ont personne pour les assister. Là, c'était sans préservatif. Sans préservatif. Donc, si après avoir suivi ça, vous êtes toujours de ces personnes-là qui disent beaucoup moins pis. Moi, j'ai personnellement suivi des gens qui demandent aux gens de l'AFC
M23, de demander quand est-ce que vous allez venir à Kinshasa. Il y a même ceux-là qui leur ont demandé est-ce qu'on va fêter avec vous à Lubumbashi le 25. Et eux, ils ont répondu parce qu'ils ont ils ont demandé aux personnes de leur poser des questions. Ils vont les répondre. Alors, ils ont répondu facilement. Le 25, il y a possibilité qu'on puisse fêter avec vous le 25. Il y a même ceux-là qui leur demandent et quand vous allez manger, vous voulez quoi, hein? Vous voulez quoi comme on va faire la chèvre pour fêter votre venue ici. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on la chèvre, la viande de chèvre bouillie ou bien grillée. Alors le monsieur a dit grillée c'est bien. Oh, je pense il y a ceux-là qui le font, ceux-là qui font ça, ceux-là qui veulent l'avancée des M23, ceux-là qui attendent les M23 dans leur ville ou province, je ne sais pas quoi. Le problème que nous avons maintenant là, ce n'est pas un problème de la tribu, ce n'est même pas un problème de Félix Tshisekedi, c'est un problème qui regarde tous les Congolais. C'est très triste quand vous donnez de la force à un ennemi. L'ennemi qui est en train de tuer vos propres frères, l'ennemi qui est en train de vous tuer, l'ennemi qui est en train de vous réduire à l'esclavagisme. Peut-être que vous n'avez pas encore vécu ça. Quand ils vont arriver dans votre ville, peut-être qu'ils vont sembler vous respecter, mais c'est de l'esclavagisme. Il y a des personnes qui en meurent. Ils savent que à l'Est là, vraiment, il y a des choses qui se font et tout le monde ne voit pas parce que c'est un milieu vraiment reculé. De l'autre côté, hein, c'est rare que il n'y a pas d'institution des droits de l'homme là-bas. Il n'y a que quelques personnes qui peuvent voir ce qui se passe et prendre des photos. Mais dans les grandes villes, ils ne vont pas le faire. Mais quand vous les invitez dans vos villes, sachez que vous insultez ces personnes. Ces personnes comme ça, là, les survivants de toutes ces guerres-là, de ces guerres, de cette guerre à l'est du pays, pendant plus de 30 ans, ces personnes qui meurent chaque jour, qui ne meurent même pas. Il y a cela, des personnes qui meurent physiquement parce qu'elles ont été tuées par des balles. Il y a des personnes qui ont été tuées atrocement. On est en train de vous décapiter, on vous coupe la main, on vous coupe la jambe, on est en train de vous faire mourir lentement, mais avec douleur. On vous brûle. Mais il y a des personnes qu'on semble oublier, des personnes qui meurent intellectuellement. Est-ce que je peux dire intellectuellement? Des personnes qui meurent par dépression. Des personnes qui ont vu la nudité de leur maman être violée, comme ce qu'il a dit là, la maman violée, et on coupe ses seins, on coupe sa partie génitale devant vous. Et vous voyez tout ça et vous êtes incapable d'intervenir. Il y a un papa qui avait témoigné que depuis qu'on avait violé sa femme devant ses enfants, et lui, il était là comme père. Il a dit que je ne me sens pas comme un père parce que on a violé ma femme devant mes enfants. Et moi, le père qui était censé protéger ma famille, j'étais incapable de le faire. Vous trouvez que cet homme-là, il est bien dans sa tête? Cet homme, il est déjà mort. Il peut se donner la mort à tout moment parce que c'est une culpabilité qui va le ronger toute sa vie. Et vous permettez de demander à ces gens-là, de vous inviter ces gens-là, quand est-ce que, bon, comment à Kinshasa, mon colonie, bon, comment à Lubumbashi, mon colonie, parce que vous n'avez jamais vécu ça. J'ai parlé hier de l'esprit Lumumba. Est-ce que vous savez même le prix que nos arrière-grands-pères ont payé pour l'indépendance que nous avons aujourd'hui? Un pays béni, nos terres sont bénies, mais on a des Congolais qui sont maudits dans la tête, qui ne savent pas réfléchir. Des gens, je ne sais pas, même que l'homme le plus bête ne peut pas réfléchir de la manière dont là vous réfléchissez. Comment est-ce que des gens vous tuent, mais vous êtes les premiers à les inviter jusqu'à la capitale? Vous leur dites quand est-ce que vous allez venir? Parce que vous n'aimez pas Tshisekedi ou bien parce que vous aimez ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont même promis que s'ils arrivaient à prendre Kinshasa, ils vont nommer la capitale, ce ne sera plus la RDC, ça sera la République fédérale. C'est-à-dire qu'ils vont partager les pouvoirs. Les États fédérés seront le Nord Kivu et le Sud Kivu et la partie orientale.
et la partie ouest. Comment est-ce que vous pouvez soutenir des gens comme ça? On vous dit indirectement, Kagame, lui, il cherche la partie est. Il cherche lui, Ruto et Museveni cherchent cette partie de l'est de la RDC pour construire leur empire Ima-Tutsi. C'est ça leur vision, construire cet empire Ima-Tutsi. Ils auront les parties de nos terres, ils vont commencer à piller nos minéraux. Il y a le parc Virunga qui est là, qui va les aider aussi dans le tourisme avec Visite Rwanda. Et on veut vous piller vos terres, on veut balkaniser la RDC. Vous êtes là en train de demander Bokoya Koto et Mokoloni. J'ai pas vu un seul peuple comme les Congolais. Des gens qui ne réfléchissent pas comme les Congolais. Je ne sais pas vraiment. Qu'est-ce qui peut vous motiver, après avoir suivi ça, qu'est-ce qui peut vous motiver à appeler ces gens-là? Vous les appelez Bokoya Kinshasa Mokoloni, Bokoya Koto Mokoloni. Vous proposez même la viande pour fêter leur venue à Lubumbashi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci, c'était Décryptage politique. Je viens de terminer. S'il vous plaît, partagez la session pour que beaucoup de gens soient informés. C'était votre frère Francis. On se retrouve prochainement. Bye.